7 heures, combien déjà? 2 minutes. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. On est vendredi, le 9 novembre 2018. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Et à cette édition, on fait un retour sur la foire santé à Montréal-Nord. En termes de participation, comment ça a été? Eh bien, 10e édition, il y a eu une nette augmentation au niveau de la participation. On est à l'heure du bilan de cette foire santé. C'est quoi le principal bobo qu'on a rencontré chez les immigrants qui ont visité cette foire? On est passé de 500 personnes l'année dernière à près de 800 cette année. Mais il reste toujours un grave problème de financement. Le financement commence à arriver 10 ans plus tard. Nous avons parlé à la docteure Yolande Charles, qui dirige la Fondation des médecins canado-haïtiens et qui était à la tête de cette foire santé organisée voilà un peu plus d'un mois à Montréal-Nord. On va revenir là-dessus et en même temps pour reparler de ce projet de clinique communautaire sur la rue Lapierre avec l'implication de l'organisme Parole d'Exclus à Montréal-Nord. On va vous parler de tout ça ce matin sur le plan local de santé des immigrants avec la foire santé et ce projet de clinique qui coûterait 300 000 $ qui serait nécessaire pour mettre sur pied cette clinique. Cette clinique santé qui permettrait même à ceux qui n'ont pas de carte soleil de recevoir des soins. Intéressant comme projet. Et en Haïti, on va vous parler évidemment après Village de Dieu, où Arnel Joseph fait la pluie et le beau temps, c'est Canaan maintenant. Ce bidonville créé à la va-vite à la suite du tremblement de terre, les gens ont quitté un petit peu le centre-ville de Port-au-Prince pour s'en aller un peu en direction nord pour créer ce bidonville-là. Et voilà qu'il y a un certain Vanessa Blanc qui fait la pluie et le beau temps. Des dizaines de familles ont dû laisser ce bidonville. Pourquoi? Parce que il est en train de tuer plein de gens, selon le témoignage de beaucoup de familles. Il y a un journaliste de Radio Vision 2000 qui a été là-bas. On va vous faire écouter un reportage là-dessus. Hausse du prix de l'essence. Ronald Desambre, le ministre des Finances, accuse la presse de lui avoir fait dire ce qu'il n'a pas dit. Il avait parlé de la possibilité d'augmenter le prix de l'essence. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Bon, on va voir s'il l'a dit ou s'il ne l'a pas dit. Les extraits sont là. Et on va vous parler également de Jean-Henri Séan qui appréhende déjà la manifestation du 18 novembre. Ça, c'est pas très évident. Il redoute un petit peu des débordements et déjà appelle la police à prendre des mesures comme ça a été le cas le 17 octobre dernier. Et remaniement ministériel, on en parle déjà pour le gouvernement Séan et il n'écarte pas la possibilité de le faire. Entre tout ça, on rejoindra évidemment François Jean-Denis pour toutes les infos sur l'immigration. Restez là, bougez pas. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent.
Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Par exemple, pour la santé dentaire, on a eu un total de 36. Sur le centre d'information sur le glaucome, il y a eu 237 participants matin et pendant toute la journée. Le centre d'action bénévole, on a eu 37 participants, santé des aînés 34, santé des hommes 55, santé des femmes 51, pour les aveugles une cas 49, pour l'ergothérapie 73. C'est le kiosque cardiovasculaire glycémie capillaire qui a eu le plus grand nombre de participants, de 122. Voilà, ça c'est la docteure Yolande Charles qui préside la Fondation des médecins canado-haïtiens qui justement réalise cette foire santé avec la collaboration de beaucoup de partenaires. Et depuis cette année, il y a eu quelques partenaires financiers, en fait, comme l'arrondissement de Montréal-Nord, la table de quartier de Montréal-Nord, qui s'implique au niveau du financement de la foire, parce que c'est quand même une foire qui coûte beaucoup. On aura à revenir là-dessus et parler de toute la question de la finance également par rapport à ça. Et là, la foire santé, comme vous l'avez entendu avec la docteure Charles, c'est près de 800 personnes, si on fait le compte, qui ont visité le site du Centre des loisirs à Montréal-Nord où se tenait cette foire santé. On est à l'heure du bilan. Ils ont fini par compiler toutes les informations, toutes les données concernant les gens qui ont visité. Et le bilan leur a permis de dresser un profil santé des immigrants, des gens à Montréal-Nord, en majorité des immigrants, que ce soit haïtiens ou autres. Là. Et la plupart de ces gens-là n'ont pas de carte soleil et profitent chaque année, en cette occasion, de visiter la foire santé afin d'avoir une idée de comment se porte leur santé. Et ce qu'ils ont découvert, tout le personnel, les médecins, infirmiers et infirmières, tout le personnel de la santé qui travaillait lors de cette foire santé, ils ont découvert qu'en majorité, les gens souffrent beaucoup de diabète et d'hypertension, soit liés au stress ou à leur mode de vie, leur mode de consommation de sel ou de sucre, ou le niveau de stress qu'ils vivent au quotidien en terre d'accueil. Nous allons écouter la docteure Yolande Charles. Yolande Diem, c'est l'ancienne ministre de l'Immigration sous Jean Charest, en fait. Selon nos données, ce sont les gens qui sont venus dans le kiosque de cardiovasculaire. Okay. C'est-à-dire les gens qui ont qui avaient une glycémie un peu élevée, et puis pour la tension artérielle aussi. Okay. On a fait des dépistages d'hypertension, des trucs comme ça. Donc, ça ne serait pas faux de dire que la population immigrante souffre beaucoup d'hypertension et de problèmes cardiovasculaires. Disons que si on prend, on veut pas faire de profilage ni de cibler une population en particulier, mais on a pu diagnostiquer quand même chez les gens qui sont venus, qui se sont intéressés à la foire, on a eu quelques diagnostics. Oui. Disons que la fréquentation des kiosques ne veut pas dire forcément que ces gens-là sont malades. Par exemple, il y avait un kiosque là pour le CIUS
Et il y a eu quand même des gens qui se sont intéressés. Le CIUS a donné quand même des informations à ces gens-là. Oui. Il y a eu au moins une fréquentation de 174 personnes qui se sont intéressées à se renseigner sur ce qu'offrait là le CIUS de Montréal-Nord. Voilà, la docteure Yolande Charles. Donc ça, c'est pour parler du profil santé des gens qui ont visité la foire, en grand nombre cette année d'ailleurs. On est passé de 500 l'année passée à près de 800 cette année, avec l'implication évidemment de la table de quartier de Montréal-Nord et l'arrondissement de Montréal-Nord côté financement. Mais le financement n'est pas au rendez-vous malgré tout, parce que c'est pas assez. Puisque une foire santé, c'est pas loin de 20 000 $ de dépenses quand même pour organiser tout ça, hein, selon la Fondation des médecins canado-haïtiens qui est derrière cette foire-là. Et ce n'est que cette année que l'arrondissement de Montréal-Nord contribue et la table de quartier a donné un coup de main en matière de recherche d'autres financements aussi, et c'est pas facile. Le ministère de la Santé, le ministère québécois de la Santé n'est toujours pas impliqué là-dedans non plus. Ça coûte cher organiser une foire santé, et c'est pour ça que quand on a posé la question à la docteure Charles pour savoir est-ce que on pourrait avoir au moins 2 foires santé par année, elle a dit écoutez, on aimerait bien, mais sur le plan de la réalisation côté financement, il y aurait un grave problème de ce côté-là. Écoutons de nouveau Yolande Charles. Notre problème premier, vous savez, M. Godot, les foires santé qu'on a fait dans les années précédentes ont été financées par les bénévoles. Comprenez-vous? Donc, ce n'est que l'année dernière que la ville de Montréal-Nord nous a donné une subvention, une partielle, ce qui n'a pas tout financé. On a sorti encore de l'argent de nos poches. Ensuite, cette année, la table de quartier de Montréal-Nord s'est chargée du financement de l'argent qui devait mobiliser mobiliser les membres des différents organismes, et la population de Montréal-Nord, c'est ce qui a fait qu'on a eu cette augmentation de la fréquentation. Donc, nous n'avons pas les moyens financiers pour financer 2 foires santé. Oui, mais ça prend combien pour tenir une foire en moyenne? Globalement, ça vous prendrait combien en termes d'argent? Ça prendrait une vingtaine de mille de dollars, 21 000 $ à peu près. Ah bon? Parce que c'est ça, parce qu'il y a d'abord des dépenses de mobilisation, il y a les navettes qu'il faut payer, il y a les repas qu'il faut donner aux bénévoles. Il y a aussi les médicaments qu'il faut acheter. Parfois, il y a des gens qui, vous savez, les migrants, parfois, ils n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments. Donc, si on a un cas grave d'hypertension, on leur donne les médicaments, on les achète. Oui, et c'est arrivé lors de la 10e édition, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de médicaments et qui... Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais on faisait des tests pour le dépistage du diabète, par exemple. Donc, il fallait payer les kits les lancettes pour faire le dépistage. Il faut ça, quand on prend la tension artérielle des gens, il faut avoir des tensiomètres qui marchent. Tout ça. Oui. Okay. Donc, et ça, on garde aussi, on fait aussi une garderie. Il faut acheter des jouets pour les enfants, pour les occuper, etc. Tout ça, c'est des dépenses. Voilà. La docteure Yolande Charles, qui dirige la Fondation des médecins canado-haïtiens, qui faisait un retour avec nous sur la foire santé. Il faut vous dire qu'à l'origine, la foire santé, c'était une initiative de l'animateur bien connu dans la communauté haïtienne, Raymond Laurent, qui a piqué l'idée à Miami, où la communauté haïtienne avait organisé une foire un peu du même genre.
et il est venu ici à Montréal et a convaincu quelques médecins d'origine haïtienne à commencer la foire santé qui est devenue vraiment une activité de santé à chaque année extrêmement importante pour beaucoup de gens et près de 800 personnes à Montréal-Nord, voilà plus d'un mois. Et l'occasion pour nous aussi de faire un suivi par rapport à ça parce qu'il y a un projet actuellement de mettre sur pied une clinique communautaire sur la rue Lapierre à Montréal-Nord, dans le nord-est. Et ça, c'est une clinique qui devrait vraiment donner du service à des gens qui, soit qui ont la carte soleil ou qui n'en ont pas, peu importe, les immigrants de manière générale, que vous ayez une carte soleil, une assurance ou pas, vous devriez avoir des services sur le plan de la santé au niveau de cette clinique. Il y a une pétition qui est en cours et c'est Paroles d'Exclus, un organisme à Montréal-Nord qui chapeaute ce projet-là. Ils auraient besoin de 300 000 $ pour mettre sur pied la clinique. Il y a un médecin spécialiste formé à l'étranger au Mexique et un infirmier formé à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à l'Université de Montréal, d'origine haïtienne, et qui mène tambour battant ce projet-là. On devrait parler à Paroles d'Exclus aujourd'hui. Un article devrait être publié bientôt sur notre site Internet, parler de cette pétition, de ce projet d'implanter une clinique santé qui serait accueillante, inclusive et ouverte à tout le monde à Montréal-Nord. Et il faudrait 5000 signatures pour la pétition afin de demander au gouvernement de leur donner de l'aide. Ils sont à peut-être 2000 lorsque je leur ai parlé, voilà un mois et demi. Ils ont besoin de 5000 signatures pour aller déposer ça à l'Assemblée nationale. On verra. On va vous parler de ça lundi prochain, de toute façon. Bonjour François. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. On est vendredi, Dieu merci. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes revenu sur la question de la clinique. Oui? Ouais. Ah, tu aimais bien l'idée? Hein? Tu aimais bien l'idée de la clinique? Oui, c'est une très bonne chose. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut pousser ça, là. Là, maintenant, c'est le moment de passer de la foire santé à une clinique. Là. Oui, ben oui. On est rendu là. Ben oui, on est rendu là parce que, écoutez, 800 personnes quand même avec des bobos et qui n'arrivent pas à voir un médecin ou un professionnel de la santé pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils devraient s'inquiéter ou pas pour leur santé? Et puis, c'est surtout l'idée d'avoir dans la communauté des acquisitions également. Parce qu'on n'a pratiquement rien. C'est le moment de dépenser, de voir comment on peut mettre une clinique sur pied parce que la communauté va bénéficier et puis les autres communautés également. C'est une bonne chose. Bon. Alors, nous, on parle de services aujourd'hui. Et je voudrais commencer avec une chose qui occupe les esprits de la communauté. Oui, c'est quoi? C'est la situation des déportations, les renvois qui se font. Tout le monde en parle et les gens sont très inquiets et avec raison. Et je commence par ça parce que chaque jour, on reçoit beaucoup de gens. On reçoit des personnes qui viennent au bureau, ou bien des personnes qui nous appellent. Oui, on a reçu une lettre de déportation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Tu en reçois chaque jour, tu dis, François? Ben oui, puisque chaque jour, on envoie aux personnes. Et puis, les gens pensent que c'est au dernier moment, c'est-à-dire que les bureaux peuvent faire quelque chose. Okay. Alors, je voudrais bien expliquer aux gens ce qui se passe quand on reçoit une lettre, on est convoqué à Saint-Antoine au niveau de l'agence de services frontaliers. Oui. Quand vous êtes convoqué, si vous avez déjà 1 an depuis la date de votre refus, soit à la section de la protection des réfugiés, soit à la section d'appel des réfugiés, si vous avez déjà 1 an, on va vous demander de faire, de remplir le formulaire des RAR. Okay? Les RAR, c'est le service avant l'envoi. On avait expliqué ça déjà, mais les gens, on a l'impression qu'ils oublient ça. Ça veut dire que les RAR, ce n'est pas la personne qui décide de l'avoir, c'est-à-dire que c'est l'agence qui lui donne ça. Ça, c'est la première des choses. Mais si vous n'avez pas 1 an, automatiquement, on parle de renvoi. Et
puisque le gouvernement a annoncé officiellement qu'il va accélérer les renvois, aujourd'hui, les agents ont reçu l'ordre de procéder rapidement au départ des personnes qui ne font pas, qui sont concernées. Mais la plupart des personnes ont déjà un an, là. On Non, parle non. de... Hein? Non, ils n'ont pas un an. Un an, c'est pas un an depuis qu'ils sont arrivés. Je viens de dire que un an après que leur demande soit refusée. Ah! Ah là, ok. Là, c'est plus clair, là. Oui. Un an après que leur demande d'asile soit refusée. Ah, là, dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et un an après que leur demande d'asile soit refusée, s'ils n'ont pas été en appel, mais s'ils ont été en appel, c'est un an après que l'appel soit refusé. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien la personne fait une demande à la Cour fédérale, ou bien la personne va voir son député pour voir ce qui peut être fait. Mais malheureusement, on constate que les députés aujourd'hui ne veulent pas, pour la plupart, ils ne veulent pas intervenir. Ou bien, ce qui est, j'ai vu ça hier avec 2 cas, ce qui est vraiment, je ne sais pas les compter, mais ils disent aux gens d'aller faire une demande humanitaire. Ce qui est très, très incorrect parce que la demande humanitaire ne suspend pas le renvoi. Lorsque quelqu'un fait une demande humanitaire, on va le renvoyer de toute façon. Et la demande humanitaire, ça coûte de l'argent. Ça coûte $750 pour une personne qui est pour une adulte et puis $150 pour chaque enfant. Alors, cette demande-là également va prendre 2 à 3 ans. Alors, oui, mais il y a des députés, tu dis, qui conseillent à des gens de le faire? Oui. C'est les gens qui t'ont dit ça ou quoi? Je ne dis pas des députés, je dis des bureaux de députés, parce que généralement, ils ne voient pas les députés. Alors, on conseille aux gens d'aller faire, moi j'ai 2 cas, et aujourd'hui, j'ai demandé à ces personnes-là de passer au bureau. Moi, je vais appeler à ces bureaux de députés pour leur dire d'arrêter de niaiser les gens, parce que finalement, pourquoi vous leur dites de faire des demandes de considération humanitaire alors que cette demande-là ne va pas arrêter le renvoi? Combien de gens t'ont dit ça, que des bureaux de députés leur ont conseillé cette affaire-là? Moi, j'ai eu 2. J'ai 2 personnes qui m'ont dit ça. Mais j'entends d'autres groupes qui disent aux gens et vous pouvez rapidement faire une demande de considération humanitaire. D'abord, la demande de considération humanitaire également se fait si on a déjà un an et après le refus de la demande d'asile ou de l'appel. Sinon, si vous devez faire une demande de considération humanitaire, vous devez avoir des enfants dont l'intérêt supérieur est menacé. Vous devez avoir des problèmes de santé. Si vous n'avez pas l'un de ces cas, vous ne pouvez pas faire. Alors, ce qui arrive, c'est que face à toute cette tristesse des gens, moi, je préfère dire la vérité aux gens au lieu de leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on se retrouve, les gens, ils pleurent, les enfants sont là. C'est une détresse. C'est une calamité, Oui, et pendant ce temps, on va avoir l'impression, on va essayer de leur dire des choses qui ne fonctionneront pas, et c'est vraiment désolant. Alors, lorsque la personne reçoit la lettre avec une date pour quitter, 2 possibilités: ou bien elle fait une demande de sursis à la Cour fédérale, mais à la Cour fédérale, 98% de ces cas sont refusés. La personne a seulement 2% de chance. Ou bien elle va voir son député pour voir si, et ça c'est plus rapide, si le député, par exemple, juge, ou bien le bureau du député juge que c'est un cas extrêmement grave, il peut intervenir auprès de son collègue à la sécurité publique, auprès de son collègue à l'immigration pour arrêter le renvoi. C'est ça comme possibilité. Je veux que les gens comprennent ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas les aider, mais moi je ne cherche pas des solutions à la Pyrrhus, des solutions qui ne donnent rien. C'est quand même, on explique, on leur dit, voilà ce qui est prévu, parce que le gouvernement actuellement accélère les renvois.
ça, c'est le mot d'ordre qui a été lancé aux agents. Ouais. Il y a 18 000 sur la liste, là, et 5 000 à renvoyer d'ici la fin de l'année. C'est ça. Alors, ça veut dire que là, on ne peut pas prétendre, on ne peut pas, par exemple, penser qu'on va faire quelque chose. Ça, c'était, et je voulais commencer avec ça. Et puis, nous, on leur dit en même temps que si vous voulez éviter ces choses-là, la meilleure chose à faire, c'est ou bien avant de faire votre demande d'asile, de prendre les bons conseils, ou bien si vous êtes ici de passage, ici au Canada, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah oui, prenez votre chance, faites une demande ». C'est ça le danger. Parce que souvent, les gens vont faire des demandes pour des raisons qui ne sont pas claires et qui n'ont pas, par exemple, une histoire, un scénario, un récit qui est conforme à la vérité. Alors, c'est clair qu'on va vous refuser et on va vous demander de quitter. Alors, on dit aux gens qui sont ici de passage, réfléchissez avant de décider de faire une demande parce que vous allez payer ça très cher à l'avenir. Ouais. Ensuite, pour les personnes qui veulent inviter leurs parents pour les demandes de visa de visiteur, on leur dit oui, c'est possible de faire une demande de visa de visiteur, mais cependant, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez remplir des conditions. Et à un moment où il y a tellement de personnes qui font des demandes de visa de visiteur, des demandes, par exemple, ils n'ont pas toutes les conditions requises, qu'on refuse. Ouais. Alors, on vous dit, évitez ces choses-là, planifiez avant même de faire votre demande, assurez-vous que vous avez rempli toutes les conditions, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre demande. C'est la même chose pour les permis d'études, c'est la même chose pour les permis de travail. Ça veut dire que vous devez savoir exactement comment procéder. Ouais. Alors, en ce qui a trait aux parents, il y a le programme parents, grands-parents aussi, là. Il faudrait... Oui, exactement. Parents, grands-parents, ça veut dire que la personne peut s'organiser pour faire sa demande. Mais généralement, c'est en début d'année qu'on lance la loterie, là. Oui, ça commence en janvier. Okay. Et c'est le premier jour ouvrable qu'on doit envoyer ces documents à Mississauga. Alors, si quelqu'un veut faire sa demande, il doit de toute façon s'assurer qu'effectivement, il a les revenus nécessaires pour faire sa demande. Voilà. Okay? Ensuite, pour les cartes de résidence permanente, pour les gens qui ont l'intention de voyager, parce que là, vous faites des projets pour les fêtes de fin d'année, alors assurez-vous que votre carte ne va pas expirer pendant votre voyage, parce que vous risquez de passer du temps là-bas. Et il faut faire une demande de titre de voyage et ça va être très compliqué au moment où les bureaux seront fermés pendant la période des fêtes de fin d'année. Okay? Alors, c'est ça pour la citoyenneté également. Si vous voulez faire une demande de citoyenneté, nous, on est en mesure de vous aider pour pouvoir réussir votre demande. Voilà. Alors, les téléphones et comment vous joindre, vous, au Vision Max? Ici au Canada, nous avons deux numéros. 438-876-9398. Nous avons 438-382-9398. Nous avons deux bureaux, et l'un à Port-au-Prince, l'autre au CAI. Alors, vous pouvez nous contacter directement. Et les numéros de téléphone en Haïti, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Il y a le site internet www.visionmaxservice.com. Vous pouvez avoir toutes les informations à partir de notre site également. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François. Merci, Numa, et puis à lundi. Ah ben, c'est vendredi, Dieu merci. Oui, c'est ça. Bonne fin de semaine. Toi aussi, bye. Ouais. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août.
De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christet Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà, nous sommes avec Julie Beauregard. On est vendredi pour sa chronique sur l'hypothèque dans le cadre d'une campagne de Barcelona Capital. Question de faire l'éducation financière des gens et tout ça. Et Mme Beauregard, c'est une spécialiste en matière d'hypothèque. Bonjour, Mme Beauregard. Bonjour, M. Godou. Vous allez bien? En pleine forme, merci bien. Oui, merci. Oui, ça a l'air de ça, oui. Alors, la haute saison commence continue son envol, c'est ça? Oui, absolument. C'est une bonne période actuellement pour entamer des démarches pour l'achat d'une propriété. Je dis une bonne période, en fait, il n'y a pas de réelle meilleure période qu'une autre. Oui. Le meilleur moment, c'est quand on sent qu'on est prêt. Oui, évidemment, oui. Mais quand même, avec les gens qui sont en loyer ici au Québec, tout le monde sait qu'il y a une grosse période de mutation vers le mois de juillet. Oui. Donc, à l'automne, comme ça, les gens commencent à prévoir qu'est-ce qu'ils feront le mois de juillet prochain. Mm-hmm. Et c'est un bon moment. Moi, j'avais pensé, ce matin, vous parler de l'étape numéro 1. On en a
discuté un petit peu les semaines précédentes, mais Oui. quand même, on va progresser au fil des années, au fil des semaines, avec les sujets. Oui. Et le sujet numéro 1 que j'avais envie de discuter avec vous, c'est justement la première démarche. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on aimerait acheter une propriété, mais que on n'est pas trop certain là si on est prêt ou non. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, bon, écoutez, c'est sûr que l'option numéro 1, c'est de consulter là un courtier, un conseiller en finance et hypothèque qui pourra vous guider, en fait. Ouais. Mais l'étape numéro 1, quand on achète la propriété, c'est la mise de fonds. Hein? Oui. Donc, avec quoi je vais acheter ma maison? Au Canada, on a besoin de 5 de mise de fonds. Mhm. Donc, on achète une maison de 300 000, ça nous prend 15 000 au moins Ouais. pour pouvoir donner notre apport sur l'achat de la maison et le reste peut provenir du prêt d'un courtier, d'un prêteur hypothécaire. Ouais. La mise de fonds, elle peut provenir de 3 sources. À la base, là, c'est évidemment nos propres économies. Mhm. Donc, on aurait mis soit dans notre compte bancaire, soit dans un CELI, Mhm. un REER, tout ce qu'on peut avoir mis de côté en termes d'argent qui soit visible pour une banque. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est important. Certaines personnes, parfois, on n'a pas nécessairement toujours confiance dans le système économique et on va garder l'argent chez nous. Oui, il y a une vieille pratique sur le matelas. Absolument. On met ça sur le matelas, là. Il faut que ça soit Non. retraçable. C'est pas uniquement dire, moi j'ai 10 000 $ et puis vous débarquez avec ça en cash. Absolument. Vous avez tout compris. C'est ça. Il faut vraiment qu'on puisse retracer la provenance des fonds sur une période de 3 mois quand même. Oh, d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le moment de préparer quelqu'un qui a de l'argent ou qui a de l'argent au pays, qui a des sommes ailleurs qu'au Canada. Donc, c'est le moment maintenant de rapatrier, de mettre ça dans un compte bancaire ou dans un placement au Québec. Ah, d'accord. Parce qu'au moment de faire une demande pour acheter une propriété, on va avoir besoin, nous, d'un historique de 3 mois de relevé de compte. D'accord. Donc, la personne qui aurait rapatrié ses fonds maintenant, puis qui aurait besoin au printemps de faire une demande de financement, là, on vient d'éliminer beaucoup de sources de frustration et de problèmes, là, parce qu'on sort 3 mois de relevé et l'argent est déjà dans le compte. Voilà. Ça va? Oui. On a les dons. Donc, les dons, c'est de parents proches, père, mère, frère, sœur. Donc, un parent immédiat qui voudrait nous aider pourrait dire, écoute, moi, je te donne les 15 000, les 5 000, 10 000 que ça te prend pour acheter ta maison. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne source pour la mise de fonds. Mhm. Mais c'est les parents immédiats. Donc, ça doit absolument être un père, une mère, un frère ou une sœur. Oui. OK? Ouais. Et puis, on a le prêt, évidemment, comme on sait, avec Barcelona Capital, on a cette opportunité d'emprunter l'argent pour la mise de fonds. Oui, ça c'est intéressant parce que, bon, c'est pas toujours tout le monde qui dispose de ces fonds-là, mais même si la personne a un emploi ou un emploi intéressant, mais n'a pas eu le temps, parce que parfois, pour économiser 10 000 $, ça prend du temps, hein. Mais c'est ça, puis ce qui arrive, c'est que les loyers sont tellement chers aujourd'hui que ça revient quasiment au même prix que payer une hypothèque. Donc, les gens ont les moyens de payer une hypothèque, mais pas nécessairement les fonds, les disponibilités la pour mise mettre de fonds. l'argent de Ouais. côté. Ouais. C'est ça. Bon, C'est ça. ben voilà. C'est les 3 façons d'aller chercher les mises de fonds, soit vos économies, soit vous faites un prêt chez Barcelona qui pourrait vous aider avec ça. Et il y avait un autre Le sujet. don. Le don. Ah oui, Voilà. un autre sujet, oui. Oui, allez-y. En fait, aussi, c'est le moment maintenant pour ceux qui souhaiteraient acheter au printemps prochain, de vérifier le bureau de crédit. Oh. Donc, peu de gens le savent, mais on a accès à notre bureau, notre dossier de crédit Equifax en tout temps, en ligne. On peut aller en ligne sur Internet, chercher notre bureau pour voir l'état de notre compte Equifax. OK. Donc, oui, c'est une bonne chose. Mais oui. de manière générale, même si on a une bonne cote de crédit, le fait par, mettons, une institution ou vous-même de vérifier le crédit de quelqu'un,
Moi, c'est ce que j'ai jamais compris, Madame Beauregard. Vous perdez des points à chaque fois que vous vérifiez votre code de crédit. Est-ce que quand vous le faites par Internet, il n'y a pas de conséquences? Oui, en fait, c'est que si vous allez chercher votre propre bureau de crédit, il n'y a aucune conséquence par rapport aux points qu'on peut perdre. OK. Donc, on a accès en tout temps à son compte Equifax sans perdre de points. C'est l'histoire de perdre des points. Oui, c'est ça, mais l'histoire de perdre des points, c'est quand on fait... Bon, là, c'est un peu une chasse gardée, hein, Equifax, TransUnion. Ils nous diront pas jamais à 100% comment on fait pour pouvoir gérer totalement notre compte pour avoir des bonnes cotes, là, parce que il faut que ça soit... c'est un peu... pas secret, mais tu sais, ils vont pas nous dire quoi faire pour garder exactement, pour en fait, ce qu'ils veulent avoir, c'est l'utilisation normale des citoyens pour pouvoir avoir une bonne idée de la gestion de l'investisseur ou de l'acheteur. Mais il en reste pas moins qu'effectivement, oui, c'est comme je vous dis, sous toute réserve, OK? Oui. C'est dans une période de 12 mois, donc 12 mois en arrière, si on remonte au mois de novembre l'année dernière, quand on sort le bureau de crédit, si l'individu a sorti 3 bureaux de crédit ou plus de 3 bureaux de crédit dans une période de 12 mois, donc chaque bureau de crédit qui va être sorti par la suite, là, c'est à ce moment-là qu'on commence à perdre des points sur notre cote. D'accord. Donc, mais quand je dis sortir, c'est pas vous qui sortez votre bureau de crédit, mais par exemple, moi, courtier hypothécaire, qui irait chercher le bureau de crédit, votre bureau de crédit à vous, ça compte pour une fois. Okay. Vous allez acheter une voiture, on va faire une enquête de crédit, ça compte pour une fois. Vous voulez changer votre service téléphonique, partir de un pour aller vers l'autre, il y a un bureau de crédit qui va être sorti, ça compte pour 3 fois. OK. Donc, au-delà de 3 fois, vous commencez à perdre des points à chaque fois que vous consultez ça. Oui. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez une cote de crédit de 800 quelques, puis que vous avez perdu 25 points parce que pour une raison X ou Y, dans une période donnée, vous avez dû faire plusieurs demandes de crédit, on va pas pleurer pour ça, là. C'est pas grave. Mais c'est la personne qui commence à avoir une cote de crédit un petit peu douteuse, il faut faire attention effectivement parce que ça pourrait faire la différence entre pouvoir avoir un prêt ou non, de faire trop de demandes. Voilà, donc si on résume tout ça pour terminer, 2 sujets ce matin, c'est la mise de fonds et qu'il faut aller chercher et puis rapatrier ça ici si jamais ça se trouve à l'étranger et pas mettre ça sur le matelas. Et deuxième sujet, vérifier votre code de crédit pour vraiment 2 choses qu'il faut faire une fois qu'on commence à penser à acheter une maison. Absolument. Et comment vous joindre si on a besoin de prêt hypothécaire, Mme Beauregard? Bon, alors vous pouvez toujours me joindre sur mon cellulaire au 514-894-5661. Et puis, voilà, Julie Beauregard, je suis toujours au bout de mon téléphone. Voilà, oui, j'espère. Et puis, les gens peuvent voir également les coordonnées de Barcelona Capital s'ils veulent appeler Barcelona Capital pour... avoir un prêt pour la mise de fonds, évidemment. Sur Facebook, vous avez toutes les coordonnées. Sur Facebook, oui, absolument. Puis je peux les mettre en relation si toutefois ils communiquent avec moi, s'ils n'arrivaient pas à trouver les informations de Barcelona Capital. Absolument. Merci beaucoup, Mme Beauregard. Bon week-end. C'est un plaisir. Bonne journée à vous, M. Godou. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Mais moi-même, je suis passé. Et comment dire, et quand je là pour dire que moi, dit que le gaz là va l'augmenter. Je me dis, comme ça. Je fais une réflexion, je me dis, il faut chercher une meilleure façon pour adresser ces questions, pour que lorsque l'État a une subvention c'est une subvention qui est ciblée. Il faut subvention aller joindre vraiment les gens qui ont besoin de subvention. Mais le monde qui n'a pas besoin de subvention, l'État n'a pas capable de subvention. Ça, c'est le ministre haïtien des Finances, Ronald Desambre. C'était hier. Il s'en prenait à la presse, aux journalistes, qui lui auraient fait dire ce qu'il n'a pas dit. Il dit qu'il n'a jamais annoncé ou parlé d'augmentation de hausse du prix de l'essence. Alors,
c'était quoi? En début de semaine, il a rencontré des leaders d'opinion, des journalistes, et puis c'était en tête-à-tête, et il réfléchissait sur la question de la hausse du prix de l'essence qui fait mal à l'assiette fiscale. 20 milliards de gourdes de manque à gagner, de subventions qui, selon lui, profitent à 75 ou 80% de la population capable de contribuer, si vous voulez, et c'est seulement 20% qui va trouver la masse qui se retrouve à être la majorité des gens. Et là, il dit il faut trouver une façon d'augmenter le prix de l'essence, mais de compenser. Et ce qu'il avait proposé lors de cette rencontre, c'était de subventionner le prix du transport, d'augmenter le prix de l'essence, mais subventionner le prix de transport. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, puisque ça soulève le spectre encore des 6, 7 et 8 juillet dernier, grosse manifestation, trouble dans la société, vous vous souvenez, il dit qu'il n'a jamais dit ça, mais je vous fais écouter ce qu'il avait dit en début de semaine, en fait. Ça veut dire que le prix de transport là, l'obligé de changer lorsque le prix produit a augmenté. Dans ce cas de figure, l'idéal serait que, même si le prix a augmenté, le prix de transport là reste même et l'État maintenant subventionné le transport là. Dès lors que le passager là, il n'a pas senti de manière directe voire augmentation, puisque le prix de transport était même. Donc c'est vers un scénario comme ça qu'on va aller, parce que l'État a subventionné maintenant le niveau d'ajustement prix de transport là. Voilà. Vous avez entendu ça? C'est vers un scénario comme ça qu'on s'en va. Et puis quand ça va arriver, je vais vous le faire savoir. Mais il dit qu'il n'a jamais évoqué la possibilité que le prix de l'essence va augmenter. Et il accusait les médias, les journalistes de lui avoir fait mentir. Mais non, il l'avait dit. Et les médias le lui ont rappelé ce matin, depuis hier en fait. Et en parlant de manifestations 6, 7, 8 juillet ou 17 octobre dernier, il y en a une autre grosse mobilisation qui pend au nez de l'actuel gouvernement. Et Jean-Henri Séan, l'actuel Premier ministre, appréhende déjà cette question et appelle la police nationale à prendre les mesures que de droit assez rapidement en vue de contrer tout débordement. C'est certain qu'il est bon que la population manifeste, que le peuple a manifesté, que le monde revendiqué, que le monde réclamé ce à quoi il a droit. Il est bon que la manifestation faite. La seule chose nous dit, il faut qu'elle fasse pacifique. Il faut que la police prenne disposition pour ne pas quitter aucun débordement fait, pour ne pas répondre à aucune provocation. Les mesures sont prises et nous sommes en train de dialoguer avec tout le monde. Nous sommes en train de parler avec tout le monde, de prendre les mesures sociales, les mesures politiques et évidemment les mesures d'assainissement, d'apaisement. Nous prenons toutes mesures pour que nous ne pas tomber dans aucun chaos. Pas que personne qui n'a aucun profit, personne qui est sérieux dans le pays a profit dans le chaos. Nous menons notre travail pour que tout le monde comprenne les problèmes de ce pays doivent se résoudre dans le dialogue permanent entre nous-mêmes les Haïtiens. Jean-Henri Séan qui était de passage au palais de justice hier, il a visité le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dirigé par le juge Jules Cantave. Justement, c'était dans le cadre à la fois de Petro-Caribé, question de s'enquérir des moyens nécessaires à mettre à la disposition de la justice, des juges et de tout l'appareil judiciaire en vue de mener à bien un procès sur Petro-Caribé. Il l'a mentionné, il l'a dit clairement qu'il est pour ça, et il a évoqué le fait que dans le prochain budget, la justice devrait avoir une place importante. Il y a plein de monde qui croit que c'est seulement pour Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous pas qu'à faire en hypocrisie pour nous dire là, pour question Petro-Caribé va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir, et dans le budget, nous parlons en pile de composants de budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous pas qu'à parler de apaisement dans nos pays sans que nous pas parler de la justice. Et la justice, c'est un premier vecteur de l'apaisement. Nous venons, justement, nous poser problème là, et nous garder budget, même, côté
budget la justice là, pas refléter ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice, pas refléter ça la justice ça doit y aller. Nos pays nous connaît qui fragile comme ça, nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà bien. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé, nous allons porter le livre de la compilation résolution au CSPJ, mais ça me plaît tout pour nous comprendre, c'est que le CSPJ est lui-même qui coiffe la justice. Donc si il y a des juges qui veulent gagner pour traiter question Petro-Caribé, commissaire gouvernement, mais c'est normal que question vienne et nous débattons un peu de questions, sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Jean-Henri Séan, qui était de passage au palais de justice de Port-au-Prince hier, et il en a profité pour préciser qu'il n'écartait pas la possibilité d'un remaniement ministériel. Vous savez, plusieurs députés, sénateurs, en tout cas parlementaires, en début de semaine, évoquaient cette question-là. Voilà, quelques mois depuis qu'il est arrivé avec son nouveau cabinet, mais il y avait au moins 6 anciens ministres du gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine, qui restaient encore au sein de son gouvernement, ce qui avait tiqué beaucoup de secteurs, partis politiques et parlementaires, qui n'avaient de cesse de réclamer justement le départ de ces gens-là. Et aujourd'hui, ils réclament un remaniement ministériel à peu près 2 mois après son arrivée au pouvoir. Eh bien, il n'écarte pas cette possibilité. Parlons de sécurité maintenant. Oh là là, ça part de Village de Dieu avec Arnel qu'on est en train de chercher. La police est là-bas et investit justement ce village-là, cet espace, pour un petit temps encore. Mais il devrait y avoir, la police devrait aller faire une grande visite, pas une petite, une grande visite à Canaan. Vous savez, ce bidonville créé au flanc d'une montagne à la faveur du tremblement de terre de 2010. Et ça, c'est quand vous prenez, vous quittez Port-au-Prince, vous allez en direction de Saint-Marc, vous passez à côté de ça, là, vous voyez ça. Ça, c'est le bidonville Canaan. Et il y a un certain Vanessa Blanc qui fait la pluie et le beau temps et qui est en train de chasser pratiquement des dizaines de familles qui ont quitté le bidonville, qui se retrouvent dans la rue là maintenant et qui ne peuvent pas retourner dans le bidonville. Pourquoi? Parce qu'il fait une chasse aux sorcières. On ne le sait pas, on ne comprend pas trop pourquoi. Le journaliste de Radio Vision 2000, Jean-Christian Le Prophète, a recueilli beaucoup de témoignages de dizaines de familles. Bandi kap tire sou nou, tire moun, fè nou kite kay nou, fè attentat sou nou la kay nou. Nou pa ka arrêter encore la paix. Et puis nous kite kay la, nous vin stationner nous la bon poste. Ki sa yo fè, yo tire moun, boule kay moun, boule mettre couper tête moun, jeter dans tout. Et ça yo fè en l'air pour plus bien. Moun pa yo joine gen, yo pa joine yo. On mette zam, mette manchette, couper tête moun, boule kay. Nous pas nous là mais quand après nous vie bis là nous paquet moun sou moun couché maïgwa manger nous pas de bon ban cop nan men nous Zak violence ça déjà la cause plus passion dizaines moun mouri en pile l'autre blessé alors que il y a un pile kay qui boulé quelques victimes yo accusé un certain Vanessa Blanc qui à la base situation ça c'est monsieur Vanessa le Blanc Vanessa Blanc il a tête avec ça qui est on bandit légal on dit légal. Si la pour 4 000 il est légal pour moi. Si la pour 100 000 il est légal. Vous dites 4 000 il y a 4 000 Quoi des bouquets. Parmi victimes yo, nous joignent maman 3 petites ça. Bandi à exam touye Maril, selon ça la pour raconter. Mais Marie mouri, l'aime connaît la mort, yo getan jeté longtemps ça, même que pas de cop pour me faire enterrement, même c'est ouais m'ta poel. M'dé quitter dans la cour la caille, c'est relé dans la cour alte, yo relé yo tuer. Même que l'elle fin mourir, yo ouvert porte là, y regarder si yo ouais nous en dedans pour yo ka tuer nous même petit. Moun qui a couru à chercher refuge depuis quelques jours dans sous-commissariat de police Canaran, en pile là-dedans au Setimoun, femme qui enceinte, yo lagé des bras balancés pour compte yo. Oui, m'bois ka coucher là, je m'a compté. Canaran 50. Bandi fait m'courir. Ba côté m'dami dans la rue, m'a avec des petits moun nan même. Ma y gwa manger, m'pa ka faire,
Pas demander pour démarrer avec des petits moun ça même presque accoucher m'ba un côté. Habitants dans Canaran ont critiqué tout passivité élu local yo face à la situation ça. Ils ont demandé aux autorités de la police et la justice pour prendre toutes mesures qui appropriées pour capable freiner les actes bandits yo. Qui te monté en l'air qu'on y a un bandit dit que ça prend affaire avec eux casser tourner puis retourner yo dit nous si nous prend pièce nous exécuter comme nous et puis nous tout prend pièce nous tout descendre là tout à fait nous rete la caille seule pièce nous. Alors nous demandons que pour l'état haïtien dégagez nous nous la 50 pour toute population à vivre la caillou. Magistrat supposé prendre un pas police c'est son mois ou bien 2 mois pour pas de sécurité. Est-ce que pas de poste police? Non pas gain. Nous besoin commissariat en l'air dans 50 là qui pour bailler mon service en l'air. Voilà, c'est la fin de cette édition, madame, monsieur. Passez une très bonne journée. Bon week-end.